Je m'appelle Gillian Harris, j'ai 32 ans et je pensais connaître chaque détail de ma famille. Jusqu'à cette nuit fatidique, lors de la fête d'anniversaire de ma mère dans un restaurant mexicain de Salem, dans l'Oregon, où tout s'est effondré. J'avais organisé chaque minute, la table la plus charmante du lieu, les décorations colorées, les amis les plus chers réunis pour faire la fête. L'ambiance était joyeuse, les tacos étaient impeccables, et je souriais, persuadée que nous étions enfin plus soudés. Jusqu'à ce que mon père se lève, un verre à la main, et prononce une phrase qui m'a glacé le sang. Nous reprenons possession de la maison où vous habitez, dit-il avec une froideur qui m'a donné la chair de poule. Elle est à nous. Vous avez 48 heures pour préparer vos affaires. Mon estomac s'est retourné. La pièce tourna. Je me figeai, attendant à rire, un signe que c'était une blague. Rien n'est arrivé. Que veux-tu dire? Ai-je demandé, ma voix aiguë comme du verre. Il haussa simplement les épaules, comme s'il parlait de la météo. Nous parlerons après le gâteau. Ma mère détourna le regard, silencieuse. Je n'ai pas attendu les bougies. J'ai attrapé mon sac et je suis partie en claquant mes talons sur le sol, mon cœur battant la chamade, mon esprit inondé de questions. Cette maison était-elle vraiment la leur? J'y avais tout investi, nouveau sol, meubles sur mesure, toute ma vie. Comment pourrait-il simplement exiger que je parte? Quelque chose n'allait pas, un mensonge enfoui depuis des années. Je n'étais pas seulement blessée. J'étais furieux. Pensait-il que je l'accepterais passivement? Il ne me connaissait pas bien. Ce que j'ai découvert ensuite n'était pas seulement une trahison. C'était un réseau de tromperies si monstrueux qu'il a détruit tout ce qui restait de ma famille. Et je me suis battue comme tu ne l'aurais jamais imaginé. Si les secrets de famille vous blessent, abonnez-vous maintenant pour voir comment j'ai transformé vos mensonges en larmes et repris ce qui m'appartenait. Cette nuit-là, j'ai arpenté la pièce, remettant en question chaque souvenir. La maison que j'avais appelée chez moi pendant des années était-elle vraiment une imposture? J'en avais dépensé des milliers, croyant que c'était une solution temporaire, que cela resterait là jusqu'à ce que mes parents se restructurent. Le parquet que j'ai choisi, l'îlot de cuisine personnalisé, les rideaux que j'ai si soigneusement assortis, chaque coin criait à mes efforts. Mais les paroles de mon père lors de la fête, ce ton glacial alors qu'il exigeait la restitution de la maison, ont résonné dans ma tête. Je n'allais pas partir sans me battre. J'ai commencé par la maison. Pièce par pièce, j'ai examiné chaque détail. La table à manger que j'ai achetée au printemps, la bibliothèque que j'ai poncée et peinte, la peinture que j'ai choisie pour les murs. Tout portait ma signature. Si c'était leur maison, pourquoi étais-je le seul à tout payer? Le doute me rongeait. Je suis montée au grenier, où de vieilles caisses prenaient la poussière. Peut-être qu'il y avait là une réponse. Parmi les décorations de Noël oubliées, j'ai trouvé un coffre-fort en métal. Mes mains tremblaient lorsque je l'ouvrais. À l'intérieur, des factures de services publics, des relevés d'hypothèque, le tout à mon nom, Gillian Harris. Mais un document a attiré mon attention, une enveloppe jaunie marquée « Registre de propriété ». Mon cœur s'est accéléré. J'ai sorti un vieil acte, datant des années avant mon déménagement. Les noms n'étaient pas ceux de mes parents. C'étaient ceux de mes grands-parents. Et, à l'encre passée, une note, à Gillian, à notre départ. J'étais à bout de souffle. Était-ce réel? M'avais-il trompé toutes ces années? Sans hésitation, j'ai appelé un serrurier. Je dois changer toutes les serrures. Demain à 8 heures, tu peux venir? Il a confirmé. J'ai raccroché, ressentant un éclair de contrôle. Si mes parents pensaient pouvoir venir quand ils le voulaient, ils se trompaient. Ils n'avaient pas à se plaindre de cette maison. Pas encore. Pas avant que je découvre la vérité. J'avais besoin de réponses. J'ai parcouru la liste de contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro d'Hélène Sharp, une avocate compétente que j'ai rencontrée lors d'un événement. J'ai envoyé un message urgent. Hélène, je dois vérifier qui est la propriété de la maison. Pouvons-nous parler demain? La réponse fut immédiate. Appel à 9 heures. J'ai noté l'heure, la tête qui s'emballait. Si la maison m'appartenait,
Pourquoi mon père en était-il propriétaire? Que cachait-il d'autre dans le grenier? J'ai parcouru d'autres documents. Des reçus fiscaux, tous à mon nom. Une lettre de la banque mentionnant un prêt hypothécaire remboursé. Ma tête me faisait mal. J'ai payé mes factures, mes impôts, tout, pensant que j'aidais. Mais ces documents racontaient une autre histoire. Une page parlait d'un fonds en fiducie, d'un héritage pour Gillian Harris. Je n'ai pas tout compris, mais c'était suffisant pour me faire douter de chaque mot que mon père avait dit à propos de cet endroit. L'horloge indiquait 2 heures du matin. Assis sur le sol du grenier, avec des papiers éparpillés, j'avais l'impression que ma vie là-bas était un mensonge. Je leur ai fait confiance, j'ai cru à l'histoire selon laquelle ils m'avaient laissé rester par gentillesse. Mais le message de mes grands-parents a tout changé. Elle n'était pas une invitée. Cette maison pourrait être la mienne. J'avais besoin qu'Hélène confirme, déchiffre ces documents. Avant de me coucher, j'ai vérifié les fenêtres, la porte arrière, chaque entrée. Je n'allais prendre aucun risque. Si mon père se présentait avec une clé, il trouverait des portes verrouillées. Le téléphone portable vibrait, un message de ma mère. Je l'ai ignoré. Je n'étais pas prêt pour des excuses vides de sens. Je me suis allongé en serrant l'enveloppe dans le grenier. Le sommeil n'est pas venu facilement. Mon esprit s'emballait, pourquoi ont-ils menti? Que prévoyaient-ils? Je ne le savais pas encore, mais j'étais sûre d'une chose, je ne serais plus un pion dans leur jeu. Le lendemain, mon avocat m'a annoncé une nouvelle inquiétante. La voix d'Hélène était calme mais urgente. Gillian, j'ai fait la vérification que tu as demandée. Ton père a ouvert un prêt à ton nom. 3 000 $, il y a un an. Mon monde s'est effondré. J'ai appuyé sur le téléphone, faisant les 100 pas dans la cuisine. Que veux-tu dire, en mon nom? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Elle a expliqué, mon père avait utilisé mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, tout. Financement de petites entreprises liées à mon crédit, sans mon consentement. J'avais la nausée. Comment as-tu pu faire ça dans mon dos? J'ai raccroché, mon esprit s'emballant. Il ne s'agissait pas seulement de la maison. Mon père avait dépassé toutes les limites, touchant ma vie financière comme si c'était la sienne. J'ai ouvert le cahier et me suis connectée à mon compte bancaire. Et voilà, une enquête de crédit que je n'ai pas autorisée. En me serrant la main, j'ai appelé la banque. Je dois bloquer mon crédit, dit-il fermement au préposé. Quelqu'un utilise mes informations sans autorisation. Elle m'a accompagnée tout au long du processus, promettant le blocage en quelques heures. J'ai ajouté des alertes de fraude, le cœur battant. Si mon père en était capable, que pourrait-il faire d'autre? Puis j'ai tourné mon attention vers la maison. S'il touchait à mon crédit, il pourrait aussi essayer de le pirater. J'ai vérifié la porte d'entrée, la porte arrière, chaque fenêtre. Les nouvelles serrures m'ont apporté une certaine sécurité, mais pas suffisamment. J'ai acheté une caméra de sécurité l'année dernière après un vol dans le quartier. J'ai ouvert l'application et testé la transmission. Le porche était vide, la cour aussi. J'ai mis en place des alertes pour tout mouvement au cas où mes parents se présenteraient à l'improviste. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une précaution. Assis au bureau, j'ai relu les paroles d'Hélène. Prêt à votre nom. Des images des documents dans le grenier me sont venues à l'esprit, des factures, les noms de mes grands-parents. Mes parents disaient toujours que la maison leur appartenait, que j'y restais par gentillesse. Mais les papiers ne correspondaient pas. Pourquoi le nom de mes grands-parents figurait-il sur l'acte de propriété? Pourquoi ai-je payé des impôts? Mais la vérité fut comme un coup de marteau, ils avaient cambriolé ma maison. Pas pendant un an, pas sous une surveillance bureaucratique pendant des décennies. Chaque clou que j'avais planté, chaque facture que j'avais payée, chaque nuit, je me sentais reconnaissant de m'avoir permis de rester là, pendant qu'il souriait, sachant que le sol sous mes pieds était à juste titre le mien. La voix de Marjorie tremblait légèrement tandis qu'elle poursuivait, comme si elle portait le poids de ces années de silence. Ils ont changé les documents après la mort de tes grands-parents, Gillian. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'ils l'ont fait.
Ton grand-père m'a montré une copie de son testament avant de mourir, son nom était là, clair comme le jour. Mais quand j'ai essayé de parler à ta mère des années plus tard, elle m'a menacé avec des avocats. Elle m'a dit que j'étais sénile, que je ne savais pas de quoi je parlais. Mes doigts pressèrent le téléphone jusqu'à ce que ça me fasse mal. Sénile. Le mot résonnait, sale et familier. C'était la même tactique qu'ils utilisaient avec moi chaque fois que je remettais en question quelque chose. Vous imaginez des choses, vous ne comprenez pas comment ces choses fonctionnent, faites-nous confiance. Maintenant, pour la première fois, j'ai vu le schéma, ce n'était pas des désaccords, c'était des stratégies. Ils m'avaient conditionné à douter de moi-même, tout en cachant la plus grande trahison de toutes. Et le prêt? Ai-je demandé, ma voix rauque. Ce que mon père a fait de mon nom, est-ce que ça en fait aussi partie? Un silence pesant. Puis Marjorie soupira. Je n'en doute pas. Votre père a toujours été ambitieux. Après l'échec des affaires de votre sœur, ils étaient désespérés. Mais Gillian, écoutez attentivement, c'est votre maison. Légalement et moralement. Il n'y a aucun droit. Aucun. Ces paroles auraient dû me soulager. Mais au lieu de cela, une colère froide et précise s'est installée dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas seulement de la maison. Il s'agissait de tout, des mensonges répétés comme des mantras, des manipulations déguisées en amour, de la manière dont ils avaient transformé ma propre famille en piège. Ma sœur, aveugle ou complice, retournant l'opinion publique contre moi. Mes parents, frappant à la porte comme s'ils avaient encore autorité sur moi. À propos de ma vie. Merci, tante, dit-elle finalement, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela signifie. J'ai raccroché et je suis restée immobile, regardant par la fenêtre de la cuisine. Le jardin que j'avais planté, les murs que j'avais peints, le toit que j'avais réparé de mes propres mains, les miennes. Ni par permission, ni par charité. De droit. J'ai récupéré le bloc-notes sur lequel j'avais griffonné mes projets quelques jours auparavant. Désormais, les mots prenaient un nouveau poids. Vérifier les dossiers au bureau du greffier n'était plus un suspect, c'était une arme. Parler à Hélène n'était pas un appel à l'aide, c'était la première étape vers la reprise de ce qui m'appartenait. J'ai ouvert l'ordinateur portable et tapé à nouveau l'adresse du bureau du greffier du comté de Maran. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai cliqué sur « Enregistrement de la propriété », rempli les champs avec l'adresse de la maison, les noms de mes grands-parents. L'écran s'est chargé, c'était là, Harris, Gillian Marie, propriétaire enregistré depuis la date de leur décès, il y a plus de 10 ans. Mon nom, en noir sur blanc, scellé par le gouvernement. Imprimer le document. Ensuite, j'en ai imprimé un autre. Et un autre. Chaque page était une preuve, une brique dans le mur que je construisais contre elle. Quand j'ai fini, j'ai tout rassemblé dans un dossier et j'ai écrit en grosses lettres sur la couverture, preuve. Ma maison. Mon nom. Le téléphone vibra sur la table. C'était Hélène. J'ai les enregistrements. Ils sont éclairants. Nous devons parler. Maintenant. Je sais, répondis-je d'une voix calme, presque sereine. Ils ont menti sur tout. Mais c'est fini. Je vais les poursuivre en justice pour fraude, pour abus de mon nom, pour tout ce qu'ils ont fait. Et je récupérerai chaque centime qu'ils m'ont pris. À l'autre bout du fil, un silence surpris. Puis Hélène éclata de rire un son court et satisfaisant. C'est ça. C'est la Gillian que je connais. J'ai raccroché et regardé le dossier sur la table. Il ne s'agissait plus de défense. Il s'agissait d'une attaque. Mes parents avaient sous-estimé une chose cruciale, je n'étais plus du genre à accepter les miettes. J'étais la maîtresse de maison. Et ils étaient sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on vole ceux qui n'ont rien à perdre. Tout avait un sens désormais. La froideur calculée de Barbara, les exigences suffocantes de Charles, et même les attaques lâches de Brooke, chaque pièce s'assemble pour former un puzzle de trahison. Ils ont tissé une toile de mensonges pour me garder dans l'ignorance, utilisant la maison comme monnaie d'échange dans leur sale projet.
J'ai demandé des détails à Marjorie et ses paroles sont tombées comme un marteau, les testaments sont enregistrés auprès du comté. Vos grands-parents vous ont laissé l'unique héritier. Charles et Barbara étaient censés vous transférer l'acte à 25 ans. Mais ils ne l'ont pas fait. J'ai seulement découvert qu'ils récupéraient la propriété lorsque Brooke m'a appelé la semaine dernière, se plaignant d'argent. Le sang bouillait. Même Marjorie avait été entraînée dans cette mascarade. Je l'ai remercié, j'ai promis de rappeler et j'ai raccroché, l'esprit emballé. Les papiers que j'ai trouvés dans le grenier l'acte, la note avec mon nom dessus n'étaient plus des indices. Ils en étaient la preuve. J'ai immédiatement appelé Hélène, ma voix coupant comme une lame. Marjorie dit que la maison m'appartient, que mes grands-parents m'ont léguée dans leur testament. Pouvez-vous vérifier auprès du bureau du greffier du comté? La réponse d'Hélène fut calme mais mortelle. Je vais sortir les dossiers aujourd'hui. Je vous retrouverai demain matin au bureau du greffier du comté de Marion. J'ai accepté, posant le téléphone sur la table avec un clic sec. Si Marjorie avait raison, Charles et Barbara n'avaient aucun droit. Ils m'ont manipulé, abusé de ma confiance et maintenant, désespérés, ils essayaient de vendre ce qui ne leur avait jamais appartenu. Le lendemain matin, je me suis rendue au bureau d'enregistrement, mes doigts agrippant le volant comme si c'était leur coup. Hélène était déjà là, un dossier à la main, le regard perçant. J'ai trouvé le testament, dit-il en me guidant à l'intérieur. Nous nous sommes assis au bureau du greffier, feuilletant des documents jusqu'à ce qu'il apparaisse. Le testament de mes grands-parents, daté d'il y a 10 ans, me nommant Gillian Harris, comme unique héritière de la maison d'Oak Street. Mon nom, en caractère gras, est sorti de la page. J'ai avalé difficilement. Charles et Barbara n'en ont jamais parlé. Pas un mot. Ils m'ont laissé investir des milliers de dollars dans les rénovations et les impôts, alors qu'ils prévoyaient de me voler sous le tapis. Hélène a souligné une clause. Ils étaient les exécuteurs testamentaires. Ils avaient l'obligation de vous informer. Ils ne l'ont pas fait. Il s'agit d'une fraude. Le mot résonna comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai pensé au prêt à mon nom, au courriel de Barbara, au mensonge de Brooke envers X. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était de la préméditation. J'acquiesçais, la détermination durcissant en moi comme du ciment. Et maintenant? Hélène griffonnait déjà des notes. Nous avons intenté une action en justice pour exécuter le testament. Je vais l'écrire aujourd'hui, mais nous avons besoin de l'acte original pour le confirmer. J'ai promis de récupérer les papiers du grenier le lendemain. À la maison, j'étais assis à la table de la cuisine, le poids des mots de Marjorie s'installant comme du plomb. Mes grands-parents voulaient que j'aie cette maison, un foyer, un avenir. Charles et Barbara l'ont volé et ont tout déformé pour leur propre bénéfice. La trahison de Brooke la faisait encore plus mal, elle le savait. Ou du moins soupçonnait. Et pourtant, il m'a tourné le dos. Ce n'était plus seulement une maison que je défendais. C'était la vérité. C'était ce qui était à moi. J'ai ouvert un cahier et j'ai écrit un mot en haut de la page, en lettres épaisses, comme un serment, justice. Ce n'était pas fini. Pas de loi. 2 mois plus tard, une notification du comté est tombée entre mes mains comme une bombe. L'enveloppe, estampillée du sceau du bureau du greffier du comté de Marion, pesait plus que du plomb. J'ai déchiré le papier, mes yeux balayant les mots, changement de propriétaire enregistré par Charles Harris. Mon estomac s'est effondré. Il avait falsifié des documents et avait inscrit son nom sur l'acte de propriété de ma maison, la même maison que mes grands-parents m'avaient léguée. L'audace brûlait comme de l'acide. Je lui ai fait confiance pendant des années. J'ai jeté mes économies là-dedans et il a essayé de me les voler sous mon nez. J'ai appelé Hélène, ma voix tremblante de fureur. Charles a changé l'acte. Je le lis ici. Pouvons-nous arrêter ça? Elle était calme, mais sa fermeté était comme une lame. Nous avons le testament de vos grands-parents, avec vous comme unique héritier. C'est notre arme. Elle lui a ordonné d'aller à son bureau avec les papiers du grenier, l'acte, la note, tout. J'ai attrapé le coffre-fort, les mains fermes malgré la colère qui palpitait dans mes veines. Nous avons eu une liaison.
Il était désormais temps de contre-attaquer. Dans le bureau d'Hélène, nous avons étalé les preuves sur la table. Le testament, extrait des archives du comté, était clair, la maison d'Oak Street était la mienne. L'acte original ne mentionnait ni Charles ni Barbara. Mais un nouveau dossier, daté d'il y a des semaines, montrait son nom ajouté, revendiquant la copropriété. C'est une fraude, a déclaré Hélène en encerclant le faux document avec son stylo. Nous allons déposer une injonction urgente pour le bloquer. J'acquiesçai, la mâchoire serrée. Nous avons présenté le testament, l'acte original, mes reçus fiscaux, preuve que j'avais gardé la maison. L'employé a accepté les documents, promettant un examen dans les jours. Hélène est allée plus loin. Un enquêteur qui l'a engagé a suivi les finances de Charles et Barbara. Ils avaient vendu un immeuble locatif 2 ans plus tôt, investissant plus de $100 000 dans l'entreprise en faillite de Brooke, une ligne de vêtements qui a coulé en quelques mois. C'est pourquoi ils s'en prennent à votre maison, dit Hélène en faisant glisser le rapport sur la table. Ils sont fauchés. Ils pensent que vendre leur propriété les sauvera. J'ai regardé les chiffres, la colère mêlée à un dégoût presque physique. Ils ont parié sur le rêve de Brooke et ont perdu. Mais cela ne justifiait pas de me voler. Le coût final a été le prêt que Charles a contracté en mon nom. Ces $3 000 que j'ai découverts il y a des mois n'étaient pas un cas isolé. Hélène a trouvé 2 comptes non autorisés liés à mon CPF, totalisant 10 000. J'avais la tête qui tournait. Ils n'ont pas seulement caché le testament. Ils ont utilisé mon identité pour financer leur propre projet. Je me penchai en avant, la voix glaciale. Je veux les poursuivre en justice pour tout. Hélène hocha la tête en sortant un cahier. Nous allons déposer plainte pour fraude, usurpation d'identité et manquement à une obligation fiduciaire. Ils étaient les exécuteurs testamentaires de la succession de vos grands-parents. Ils n'avaient pas le droit de vous manipuler. Nous avons écrit l'action le même après-midi. La pétition énumérait tout, le testament caché, les actes contrefaits, les prêts frauduleux. J'ai signé mon nom Gillian Harris avec des traits fermes, chaque lettre représentant une frappe de guerre. Hélène a déposé une plainte auprès du tribunal de comté. Cela gèlera toute vente de la maison, a-t-il déclaré. Ils ne peuvent pas la toucher jusqu'à ce que le juge le décide. J'ai expiré, soulagement et peur s'entremêlant. Maintenant, c'était réel. Une bataille juridique contre ma propre famille. À la maison, je m'asseyais à la table de la cuisine, l'affiche du comté toujours devant moi. Les caméras de sécurité bourdonnaient, rappel des serrures que j'avais changées, des mesures que j'avais prises pour protéger ce qui m'appartenait. Le désespoir de Charles et Barbara avait désormais un sens, l'entreprise en faillite de Brooke, ses comptes dans le rouge. Mais la trahison a fait plus mal que jamais. Ils ont menti. Ils ont manipulé. Ils ont falsifié des documents. Tout cela pour prendre ce que mes grands-parents m'ont laissé. Le papier de Brooke brûlait comme un fer chaud. Elle connaissait les plans. Peut-être même les a-t-il encouragés. J'ai ouvert l'ordinateur portable pour vérifier les mises à jour d'Hélène. Un mail confirme, l'injonction a été déposée, l'audience prévue le mois suivant. J'ai fermé l'écran, la détermination se solidifiant en moi comme de l'acier. Il ne s'agissait plus d'une maison. Il s'agissait de justice. De reprendre ce qui m'appartenait. Le jour du jugement dernier arriva au début du printemps. J'étais assis dans la salle d'audience du comté de Marion, les mains étroitement jointes pendant que le juge lisait la sentence. Charles et Barbara ont été reconnus coupables de fraude. En entendant la sentence, chaque mot du juge a résonné comme un marteau frappant l'enclume de la justice. Dissimulation de testament. Faux d'acte. Abus d'identité pour des prêts. Les termes juridiques, auparavant abstraits, ont pris du poids, se matérialisant dans l'air comme une preuve irréfutable de sa trahison. La voix du juge, ferme et impassible, tranche le silence de la salle, les prévenus paieront une amende de $10 000. Un soupir s'échappa de mes lèvres, non pas de soulagement immédiat, mais d'une certitude qui s'installait enfin, cette bataille était gagnée. La maison d'Oak Street a toujours été la vôtre, Miss Harris. Toujours. Charles restait immobile,
le visage comme un masque de pierre, les yeux fixés quelque part au-delà du juge, comme si la réalité était trop lourde à affronter. Barbara, à ses côtés, gardait le regard rivé au sol, les doigts enroulés autour du mouchoir qu'elle écrasait entre ses mains. Pas une seule fois ils ne m'ont regardé. Il n'y avait aucune excuse, aucune colère, pas même le soupçon de fierté qui les définissait autrefois. Juste le vide de quelqu'un qui voit le château du mensonge s'effondrer en temps réel. Salem n'a pas perdu de temps. Dans une petite ville, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Jusqu'à la semaine suivante, les regards qui autrefois glissaient sur Charles et Barbara avec une indifférence polie s'éloignèrent désormais avec un dégoût à peine dissimulé. Les invitations aux dîners et aux réunions religieuses se sont taries. Au Salem dîner, leur nom était murmuré entre deux bouchées de tarte aux pommes, accompagnés de hochements de tête et d'expressions de dédain. « Avez-vous entendu parler des Harris ?» Une voix féminine traversa l'air alors que je marchais dans l'allée du pain, mes doigts posés sur un sac de levain. Ils ont essayé de cambrioler la maison de leur propre fille. Imaginez. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir de qui ils parlaient. Leur honte était désormais monnaie courante, échangée à voix basse entre étrangers. Il n'a pas fallu longtemps à Brooke pour sentir le poids de la marée tourner. Une nuit, mon téléphone a sonné avec une notification, un message d'elle, court et tardif. « Désolé, Julien. J'ai eu tort de publier ces choses. Pouvons-nous parler ?» J'ai regardé les mots, froids sur l'écran allumé. Ces « excuses » sonnaient creux, un écho lointain des semaines au cours desquelles ces messages me dépeignaient comme le méchant, incitant les étrangers à m'attaquer avec la fureur de ceux qui jugent sans savoir. Maintenant, avec la condamnation publique, les mêmes étrangers qui l'applaudissaient se retournèrent contre elle. Les commentaires sur son profil étaient incessants. « Tu as menti à propos de ta sœur. » Dégoûtant. « Comment peux-tu dormir la nuit ?» Mes doigts flottaient sur le clavier, la tentation de répondre à chaque mot empoisonné qu'elle m'avait lancé brûlait sur le bout de ma langue. Mais j'ai fermé l'application sans répondre. Elle ne méritait pas mon pardon. Pas encore. La décision de vendre la maison est venue comme une bouffée d'air frais après des années d'étouffement entre ses murs. Chaque pièce contenait des fantômes, l'écho des demandes de Charles, les courriels manipulateurs de Barbara, les serrures que j'avais dû changer pour les empêcher d'entrer. Ce n'était plus une maison. C'était un musée des trahisons. Clara, l'agent immobilier, a parcouru les pièces d'un œil clinique, notant chaque amélioration que j'avais payée avec sueur et économie, les sols raffinés, le nouveau toit. Tu as transformé cette maison, Julien. En moins d'un mois, un jeune couple a fait une offre au-dessus de la demande. J'ai signé les papiers d'une main ferme, chaque trait de stylo scellant non seulement une transaction, mais un chapitre clos. Le dépôt de près de 200 000 $ a été déposé sur mon nouveau compte, ouvert le lendemain du verdict, dans une coopérative de crédit de l'autre côté de la ville, loin de leurs tentacules. Chaque centime était une forteresse. Une garantie que, cette fois, personne ne pourrait toucher à ce qui m'appartenait. Cette nuit-là, assis dans mon appartement temporaire petit mais baigné d'une lumière dorée qui dansait sur les murs nus, j'ai ouvert le relevé bancaire sur mon ordinateur portable. Les chiffres brillaient sur l'écran, non pas comme des chiffres froids, mais comme des cicatrices qui prouvaient ma survie. Pendant des années, j'ai cru que j'étais locataire de ma propre vie, manipulé par ceux qui étaient censés me protéger. Désormais, pour la première fois, la liberté n'est plus seulement un concept. C'était palpable. C'était le mien. La communauté de Salem n'a pas oublié. Un jour, Madame Larson, ma voisine depuis des décennies, m'a tenu le bras près de la boîte aux lettres, ses yeux clairs fixés sur les miens. « Tu as fait ce qu'il fallait faire, chérie, dit-il d'une voix douce mais sans compromis. Personne n'a le droit de te traiter ainsi. » Tout autour de moi, les têtes hochaient la tête en signe d'accord silencieux. Dans une ville où la confiance est aussi précieuse que le sol sur lequel nous marchons, Charles et Barbara avaient réduit la leur en cendres. J'ai entendu dire qu'ils avaient déménagé dans une maison plus petite, que leurs économies diminuaient et que leur cercle social s'évaporait comme de la fumée. Les messages de Brooke n'arrêtaient pas d'arriver, tous plus désespérés les uns que les autres. « S'il te plaît, Julien. Je ne savais pas tout. Donnez-moi une chance. » Je n'ai pas répondu.
Ces paroles, autrefois tranchantes sur les réseaux sociaux, avaient ouvert des blessures qui brûlaient encore. J'ai archivé chaque message sans le lire jusqu'au bout. Peut-être qu'un jour le pardon viendrait. Mais pas à ce moment-là. Pas quand le souvenir de sa trahison faisait encore mal comme un os cassé mal soudé. Mon nouvel appartement était un espace vide, plein de possibilités. Les murs vides ne m'ont pas fait peur, c'était un écran attendant mes choix. L'argent de la vente n'était pas seulement un chiffre, c'était une fondation. Une seconde chance de construire quelque chose que, cette fois, personne ne pourra m'enlever. J'ai sorti un cahier et, sur la première page, j'ai écrit un seul mot en lettres fermes, en avant. C'était une promesse. Une déclaration de guerre gagnée. Ils ont essayé de tout me voler, ma maison, mon identité, ma paix. Mais au final, ce que j'ai gagné était bien plus grand que 4 murs et un toit. J'ai retrouvé le droit de choisir ma propre voie. J'ai appris à mes dépens que famille n'est pas synonyme de fidélité automatique. Que parfois il faut se battre bec et ongle contre ceux qui jurent de t'aimer. Et que la plus grande victoire n'est pas de vaincre l'ennemi, mais de se relever plus fort que jamais. 6 mois plus tard, mon reflet dans le miroir de mon nouvel appartement me lançait un regard qui ne reconnaissait plus la femme hantée d'autrefois. L'espace était petit, mais chaque objet, les livres empilés sur l'étagère, les photos soigneusement accrochées, l'odeur de la peinture fraîche était mon choix. Mon travail au sein de l'ONG locale a rempli mes journées de sens, rédigé des propositions, planifié des projets, rencontré des collègues qui sont devenus de vrais amis, ceux qui ont bu du café sans arrière-pensée. Pour la première fois depuis des années, la paix n'était pas une rareté. Elle était ma compagne constante. Charles, Barbara et Brooke sont restés là où je les ai laissés, dans le passé, avec leurs numéros bloqués et leurs messages sans veniment dans la boîte de réception. Il n'y avait pas de place pour ces manipulations, ces jeux de reproches ou ces justifications à bas prix. J'ai appris que protéger mes limites n'était pas de la cruauté, c'était de la survie. Et que, parfois, l'amour-propre exige de couper des liens qui ne font que nous empoisonner. Avec le recul, je vois maintenant ce que sa trahison m'a appris, la confiance n'est pas un chèque en blanc, et la famille n'est pas un bouclier contre le mal. Mais je vois aussi ce que j'ai construit avec les mains vides qu'ils m'ont laissées. Une vie où les décisions m'appartiennent. Où le silence n'est pas solitude, mais tranquillité. Où l'avenir n'est pas l'ombre du passé, mais un horizon ouvert. Pour ceux qui ont suivi ce voyage, merci. Votre soutien a été le courant qui m'a tiré à la surface alors que je pensais que j'allais couler. Et si mon histoire sert de phare à quelqu'un qui se bat également pour reprendre ce qui lui appartient, alors chaque larme, chaque nuit blanche, chaque bataille en valait la peine. Car au final, la plus grande leçon n'est pas de battre les autres. Il s'agit de ne jamais laisser personne vous convaincre de vous perdre à nouveau.